Bonjour à tous, ici Suzy Champagne, animatrice de l'émission de radio Escapade Répit Bonheur, sur les ondes de Radio Clé de Vie, la radio numéro 1 du développement personnel. Aujourd'hui, c'est pour moi un immense privilège de commencer ma deuxième saison de radio. En fait, pour commencer aujourd'hui, j'ai juste envie de vous inviter à faire un voyage autour du monde. Pour l'occasion, j'ai invité un invité exceptionnel. En fait, M. Gérard Coderre est auteur d'un livre qui s'appelle Vagabondage. Et M. Coderre a eu l'immense privilège de faire le tour du monde à de nombreuses reprises. En fait, si on totalise tous ces voyages ensemble, il est parti en sac à dos pour une durée d'environ 8 ans dans sa vie, ce qui constitue environ 1 million de kilomètres. Monsieur Coderre, bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, ça va, oui. Je vous remercie énormément d'avoir accepté mon invitation d'être présente à mon émission de radio. Monsieur Coderre, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Oui, enfin, les voyages, c'est une passion. Tous ceux qui me connaissent le savent. Je veux dire, je pourrais ne parler que de ça. Mm-hmm. Moi, je suis originaire de Drummondville. J'ai travaillé en traduction. J'ai enseigné à l'Université du Québec en Outaouais. J'ai été journaliste pigiste parce que j'ai écrit de nombreux articles pour certains quotidiens et magazines. Mm-hmm. J'ai eu une chronique à la radio de Radio-Canada d'Ottawa. Et puis donc récemment, comme vous l'avez mentionné, je viens de publier un livre qui s'appelle Vagabondage, où je me mets dans la peau d'un jeune voyageur, d'un jeune routard. Et puis c'est fiction, mais très inspiré de ma réalité, de mon expérience. Mm-hmm. Donc je l'amène un peu partout, dans les coins les plus mythiques de la planète. C'est fantastique. Monsieur Coderre, vous avez visité 150 pays. Ça vient d'où votre passion pour le domaine du voyage? Je pense que ça part de loin. Mon père, qui vient d'une famille de 20 enfants, qui fait seulement qu'une 4e année, il a quitté l'école à l'âge de 10 ans pour aider son père sur la ferme, était un érudit en histoire et en géographie. Il n'avait jamais voyagé, mais il avait beaucoup lu. Et puis, je crois, dans ma tête, je pense que inconsciemment, j'ai développé aussi un intérêt très important pour l'histoire, la géographie, tout ça. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, j'étais rendu à une période de ma vie où je remettais en question mes études. J'avais pas d'attache sentimentale. Puis là, l'idée de faire le tour du monde, donc, est née de là. Et puis, donc, c'était juste une question de se préparer, de partir avec un peu de sous. Et puis, dans ma tête, là, quand j'ai quitté la première fois pour un premier tour du monde, qui a duré 27 mois, donc plus de 800 jours. Wow. Je partais 2 ans. Dans ma tête, c'était clair. Hein? Et puis, je suis revenu après, évidemment. Et puis, je m'attendais pas nécessairement à revoyager beaucoup après, mais avec les enfants, c'est revenu. Donc, on les a emmenés aussi sac à dos au Mexique, au Guatemala. Wow. Et puis, donc, mes 2 fils ont fait leur tour du monde par la suite. Et puis, moi, à l'âge de 50 ans, les enfants étaient beaucoup plus vieux, donc ils volaient de leurs propres ailes. Ma femme et moi, on a recommencé à voyager. Donc, depuis les 20 dernières années, j'ai aujourd'hui 68 ans, donc on a parcouru plus d'une centaine de pays. Là. Wow. Toujours des projets de 2, 3, 4 mois à la fois. Wow. Vous dites dans vos présentations que faire le tour du monde, c'est un cadeau à s'offrir. Pourquoi? Parce que moi, je considère que c'est vraiment un privilège là, de pouvoir faire le tour du monde. C'est une richesse incroyable. Mais je veux dire, c'est un privilège, puis c'est une richesse que je me suis donnée. Mm-hmm. Parce qu'au point de départ, je veux dire, j'étais pas plus riche que personne d'autre, là. Quand je me suis marié, mm-hmm. j'avais 15 $ en banque, là. Et puis, je revenais d'un tour du monde, et puis, j'étais peut-être un peu bohème sur les bords, on pourrait dire. Mm-hmm. Mais, c'était vraiment un rêve de parcourir la planète. Donc, je considère que les 800 jours, j'ai même pas l'impression d'être allé en profondeur. C'était plutôt un survol des différents continents et sous-continents pour avoir une idée de quoi il en retourne sur leur planète Terre, finalement. Mm-hmm. Et puis donc, un contact avec les différentes religions, avec les différentes us et coutumes, etc., qui m'ont inspiré, évidemment, pour le livre, parce que je me mets ensuite dans la peau de Derek, un jeune routard, pour lui faire un tour du monde, mais avec un fil conducteur particulier. Oui. Mais justement, M. Coderre, les jeunes d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui caressent le rêve de voyager. Hein, avec la technologie, les médias sociaux, c'est encore plus facile de se faire des amis à l'autre bout de la planète. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, l'argent vaut moins que dans votre temps. On a l'impression que pour voyager, ça coûte une fortune. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai fait mon tour du monde il y a de 1972 à 1974 avec 4 000 $. OK. C'était le prix d'une voiture neuve à l'époque.
Donc, de nos jours, 4 000, ce serait peut-être 15 000, 20 000 Entre 20 et 30 000. Puis Okay. moi, je pense que je pourrais le refaire aujourd'hui avec le même montant. Sauf qu'évidemment, je veux dire, je m'étais imposé, je veux dire, j'avais une discipline là, de faire, là, tu sais, en 2 ans, là, je me suis pas payé de bière, là, j'ai pas, c'était un budget de 3 $ par jour, là, j'ai changé un chèque de voyage de 20 $ par semaine, puis c'était mon budget. Donc, c'était l'autostop, c'était le transport en commun, c'était l'auberge de jeunesse, c'était préparer sa propre nourriture dans les cuisines d'auberge de jeunesse, etc. Et puis, donc, c'est vraiment d'aller le plus loin possible avec le moins d'argent possible. Je pense que c'est toujours possible. Tu sais, je dis souvent dans les présentations que je fais, vous savez, aller manger le midi au restaurant, ça va vous coûter à peu près 15 $. Là. C'est le lunch, vous savez. Moi, avec 15 $, j'aime autant apporter mon sandwich, puis avec 15 $, je peux faire 1000 km en train en Indonésie. Donc, voyager, finalement, c'est une décision qu'on prend tous les jours. Si c'est important pour nous, on va pas faire la virée des bars le week-end puis dépenser 100, 200 $. On met ça de côté, puis pour le prochain voyage, si on veut. Là. Donc, on a tous nos limites là, financières, donc il s'agit de prévoir un budget en conséquence. Si c'est vraiment une passion, si on veut vraiment le réaliser. Je me souviens, quand je suis revenu de mon premier tour du monde, je suis allé faire une présentation devant une classe de 5e année, des enfants de 10 ans. Je leur ai demandé qui rêve de faire le tour du monde. Ils ont tous levé la main. Mais 45 ans plus tard, je veux dire, personne ne l'a fait, je suis à peu près certain, parce qu'il y a toujours un mais. Je veux dire, bon, c'est une question d'argent, on pense. Bon, on a un copain, une copine, on s'achète une voiture, puis après ça, je veux dire, on entre dans la société de consommation de plein pied, puis on n'en sort plus. Alors, si on veut vraiment vivre son tour du monde, je pense qu'il faut le faire avant de s'installer d'une façon définitive. Donc, si je comprends bien, mis à part l'avion, on est quand même capable de planifier notre itinéraire pour que ça ne coûte pas trop cher. Puis, si on ne fait pas trop d'excès, on est capable de s'en tirer à un prix abordable. Oui, aussi, surtout si on est souple au niveau des dates. Si vous allez sur les sites des différentes compagnies aériennes, ou même le site ulair.com, que beaucoup de gens connaissent, selon la journée qu'on part et qu'on revient, je veux dire, on peut trouver des billets très bon marché, comme printemps prochain, on va 2 semaines en France pour 390 $ canadiens aller-retour. Avec la compagnie WOW, justement. Wow! C'est vraiment pas cher. Via Reykjavik, donc 390 $. L'année passée, on est allé en Taïwan, Corée du Sud et aux Philippines. Donc, un vol jusqu'à Taïwan, c'était 800 $ aller-retour canadien. C'est le bout du monde, là. Donc, mais parce qu'on a choisi de partir à telle date et revenir à telle date. À la retraite, on a plus de souplesse de ce côté-là. Et puis, donc, pour nous, c'était possible là, de faire un vol à bon marché. Et puis après, ça coûte pas plus cher voyager que de vivre à la maison, je considère. Oui, c'est vrai. Et M. Covert, on a parlé brièvement de l'avion. Une des peurs que les gens ont qui leur empêche de voyager, c'est justement de prendre l'avion. Est-ce que vous avez un truc à donner aux gens qui ont peur de prendre l'avion? Pas vraiment. C'est comme... j'y pense à chaque fois, c'est sûr. Quand je réserve un voyage, quand j'achète un billet d'avion, dès le moment où j'achète le billet, je sors de ma zone de confort. Et puis une semaine avant de partir, comme là, je repars en voyage dans quelques jours, on vit une sorte de trac. Pas parce que on s'en va vers l'inconnu, surtout qu'on voyage sans réservation d'hôtel ni rien, sac à dos, transport en commun. Et puis donc, on plonge de plein pied dans la réalité locale. Et puis, c'est comme ça, une fois sur place, tout s'estompe parce que tu prends l'autobus qui t'amène au centre-ville, tu es avec les gens du pays, puis tu te rends compte que malgré les risques et tout ce qu'on entend dans les médias avec les terroristes et tout ça, je veux dire, les gens sont résilients et puis les gens continuent de vivre au quotidien. Ils n'ont pas le choix. Donc, nous, quand on voyage, c'est un peu la même chose. C'est que on considère qu'on n'a pas le choix. Puis, de toute façon, j'ai pas l'impression que voyager en groupe, ça serait plus sécuritaire. Justement, vous venez de dire le mot magique, culture. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter justement au choc culturel quand on arrive dans un nouveau pays? Est-ce que pour vous, c'est facile d'approcher les gens ou à toutes les fois, vous devez vous adapter à la nouvelle culture qui vous accueille? Ben, voyager sac à dos comme voyageur autonome, on n'a pas le choix de faire confiance aux gens. Puis tu sais, des fois, je comprends pas les gens qui sentent le besoin de voyager d'une façon très encadrée parce qu'ici,
on accepte de prendre l'autobus. Pourquoi on ne le fait pas ailleurs? Les gens ne sont pas plus méchants à l'étranger. C'est vrai. On accepte de se débrouiller avec les moyens du bord. Quand on arrive à Montréal, on prend le métro. On va dans un petit restaurant, des trucs comme ça. Donc, c'est la même chose ailleurs. Et puis, voyager de façon autonome, donc on n'a pas toute l'information en partant. Donc, c'est sûr qu'on croise quelqu'un au coin de la rue, puis on demande des informations. Puis, en général, les gens sont très réceptifs à ça. Et c'est une façon d'entrer en contact avec les gens aussi. Puis, je pense que les gens les autres pays apprécient les voyageurs qui se mêlent à eux. Oui, beaucoup plus que les gens, je veux dire, qui restent en groupe ou qui voyagent sous une coupole de verre avec une voiture de location et un guide et qui n'ont pas de contact du tout avec la population locale. C'est vrai. Donc, on s'informe sur la culture, la religion, etc. si on n'est pas familier. Et puis ensuite, on plonge. Mais même si je suis habitué de voyager, quand j'arrive à New Delhi, par exemple, en Inde, à l'aéroport, on se sent chez nous. Ensuite, on peut prendre un métro tout neuf qui a été construit en 2010 pour les Jeux du Commonwealth, puis on arrive là, près de la gare, au milieu de l'action, où la faune urbaine est incroyable. Là, les gens se jettent carrément sur nous comme un essaim d'abeilles là, parce que tout le monde veut être guide, tout le monde veut nous donner un tour de rickshaw, tout le monde veut nous vendre quelque chose. C'est ça. Et puis donc, tu vas prendre une bonne respiration, puis tu fonces là-dedans parce que tu n'as pas le choix. C'est ça la réalité locale. Puis après quelques minutes, je veux dire, t'es là-dedans, là, tu vis ça au quotidien. Puis je veux dire que tu croises un âne avec une charrette ou une vache sacrée au coin de la rue, puis que les gens t'accaparent de tout bord et de tout côté. Je veux dire, ça fait partie du défi du voyageur autonome quand on voyage avec un budget minimum, puis quand on veut se mêler le plus possible à la population locale. Autrement, je veux dire, c'est ça que j'appelle vivre l'Inde, parce qu'on peut visiter l'Inde, aller voir le Taj Mahal, prendre une photo et s'en retourner chez soi. Mais la vivre, c'est autre chose. Là, tu sais, c'est complètement autre chose. Puis j'ai l'impression de mieux comprendre la réalité indienne quand je reviens, puis j'ai aussi l'impression de mieux apprécier ma réalité canadienne aussi. Parce que Dieu sait qu'on est gâtés comparativement à la plupart des peuples de la planète. Alors ça, il faut en être conscient. Oui. Tu sais, le verre d'eau, là, il n'est pas acquis partout sur la planète. Là. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous préférez lorsque vous visitez les paysages, être en contact avec les gens, l'architecture du pays? C'est quoi que vous préférez le plus là, lorsque vous visitez un autre pays, qui vous accroche le plus dès le départ? Mais je pense qu'il faut s'intéresser à tout. Parce que finalement, je veux dire, si on est seulement photographe, une fois qu'on a pris une photo de la Tour Eiffel, on fait demi-tour puis on a fini. C'est qu'il faut s'intéresser à la réalité sociale, économique, politique, à la culture. Moi, ce qui est important quand j'arrive quelque part, même à Paris, c'est pas de visiter 50 musées, c'est de prendre le pouls de la population. C'est de visiter les marchés. Comme vous arrivez à Ottawa, par exemple, vous allez au marché Baye. C'est la rencontre de la ville et de la campagne, c'est les produits locaux. Pour moi, les marchés, c'est un incontournable quand je voyage, parce que c'est la vie, c'est le quotidien. C'est vrai. C'est là que tu rencontres les gens. Puis dans les pays comme au Guatemala, en développement, je veux dire, la maman, elle a son petit sur le dos, et puis elle prépare ses trucs, puis l'enfant apprend à marcher sur la place du marché, il vit au quotidien avec sa main sur la place du marché. C'est ça la réalité quotidienne. Et puis, c'est ce que je vais chercher finalement, prendre le pouls d'un endroit, pas nécessairement entrer dans toutes les attractions, musées, etc. Donc, j'ai tendance plutôt à fuir ces genres de trucs-là. Pour moi, un musée, mis à part les musées les plus importants de la planète, c'est un peu comme aller au salon funéraire, c'est mort, c'est le passé. Moi, donc, je m'intéresse davantage au présent. Là. On dit souvent que l'anglais, c'est la langue universelle, puis depuis que je suis toute petite, on me dit, si tu parles bien anglais, Suzy, tu vas être capable de te débrouiller à travers le monde. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Non, je pense que c'est assez vrai, surtout dans les endroits, je dirais, plus touristiques, parce que tout le monde parle un peu l'anglais. C'est vraiment la langue de communication d'aujourd'hui. Évidemment, quand tu arrives dans des blocs culturels plus importants, comme en Chine, en URSS ou en Amérique du Sud, par exemple, les gens ont beaucoup moins tendance à apprendre une autre langue. Donc, la communication était très difficile en Russie puis en Chine, notamment. Et puis, en Amérique du Sud, si tu parles pas espagnol, bien, je veux dire, tu as avantage à te débrouiller rapidement, là, parce que les gens ont pas vraiment ce réflexe-là d'apprendre une langue seconde. Tout le continent, on parle espagnol, ils comprennent le portugais aussi, la langue du Brésil. Donc, c'est comme une autre réalité. Mais il reste que dans certains pays, tu arrives à la frontière de l'Albanie, puis tu peux tester les gens avec le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, puis à un moment donné, c'est l'allemand qui
qui sert de langue commune parce qu'ils ont travaillé en Allemagne, ils sont revenus chez eux. Puis donc, en Europe de l'Est, puis dans la région du Caucase, autour de la Turquie, je veux dire, l'allemand est une langue très utile aussi. Donc, faut, c'est ça, développer certaines capacités linguistiques. Moi, quand j'ai fait mon premier tour du monde, j'ai fait un premier séjour de 3 mois en Espagne, puis un autre de 3 mois en Allemagne, pour apprendre justement les 2 langues. Puis j'ai passé suffisamment de temps en Italie pour comprendre et puis pour réapprendre à le parler un peu quand je me retrouve en territoire italien. Donc, mais je pense qu'avec l'anglais, effectivement, on va très loin. Mais quand on parle français, anglais, espagnol, on couvre la langue officielle de la moitié des pays de la planète, là. C'est vrai. Tantôt, vous aviez parlé que vous êtes parti en sac à dos avec vos 2 enfants. Nos 3 enfants. Vos 3 enfants, je m'excuse. Comment est-ce qu'on fait pour partir en sac à dos, en voyage avec nos enfants? Avez-vous des trucs là, pour les gens qui veulent vivre cette expérience-là, mais qui osent peut-être pas parce que les enfants sont jeunes, ou c'est un peu plus turbulent, ou tu sais, dans un sac à dos, il me semble qu'on met pas grand-chose. En tout cas, moi, quand je vais en camping, j'ai plus qu'un sac à dos. Le premier voyage qu'on a fait avec sac à dos avec les enfants, c'est sûr qu'on a fait des virées atlantiques, l'Ouest canadien, le tour des États-Unis avec les enfants en voiture. Ensuite, on s'est tapé un vol aller-retour pour Cancun pour $100 à l'époque. C'était possible, un vol de dernière minute, là. Wow. C'était vraiment pas cher. Non, ça valait pas la peine de s'en passer. C'est pas Walt Disney. Et puis, donc, on partait avec notre sac à dos et puis, c'est ça. Je dois vous dire que quand je suis arrivé à Cancun, à l'aéroport, j'ai un petit peu paniqué, parce que j'ai pris davantage conscience de la responsabilité que j'avais parce que voyager seul, voyager avec des enfants, c'est autre chose. Ça. Ils avaient quand même 10, 12 et 14 ans. Donc, ils suivaient volontiers, puis je veux dire, ils étaient prêts à vivre l'expérience parce qu'on leur en avait parlé avant, tout ce qu'on allait voir, tout ça, les sites Maya et tout ça, la plongée dans les quais à Belize, et puis les Tikal au Guatemala, les marchés, tout ça, le volcan en éruption du Pocaya près d'Antigua, Guatemala. Donc, il y avait beaucoup d'intérêt pour eux. Et même un voyage semblable, on l'a fait par la suite quand ils avaient 2 ans de plus, mais on avait invité 2 amis des enfants de nous accompagner. Fait que ça faisait comme un mini-groupe. Puis quand tu es adolescent, on disait, t'aimes bien te retrouver avec ta gang, si on veut. Donc, c'était une autre dynamique. Donc, on était partis 7. Moi et ma conjointe, nos 3 enfants, et puis 2 autres jeunes. Et puis, donc, on avait fait une virée autour du Guatemala, Belize, etc. Ce qu'on fait, c'est bon... On les informe, on crée l'intérêt chez eux. Quand on a fait le tour des États-Unis avec les enfants en voiture, on a fait le tour de l'histoire américaine, on est parti de l'Est, puis on est allé vers l'Ouest. Et puis donc, on avait apporté beaucoup de livres de Lucky Luke. Puis Lucky Luke, je sais pas si vous savez, mais lui, il rencontre des personnages de toute l'histoire américaine. On dirait qu'il n'y a pas d'âge, ce bonhomme-là, là. OK, il rencontre Jesse James, il rencontre les frères Dalton, il rencontre Abraham Lincoln, je pense. Enfin, il rencontre tout le monde, là, en cours de route, là. OK? Fait que c'était des trucs à lire en voyage aussi parce que la route était parfois longue et puis aussi raconter des trucs sous la tente là, sur l'histoire américaine, donc les préparer aux prochaines étapes, etc. Donc faut pas penser que les enfants ne s'intéressent qu'à des Marineland et à des Walt Disney. Je pense qu'ils peuvent s'intéresser aux parcs nationaux, peuvent s'intéresser à visiter une usine. Ça peut être l'usine des gâteaux vachons, ça peut être n'importe quoi, de patates chips, de tout ce qu'on veut, de boire de conserve ou autre, visiter une mine. Donc, ils peuvent s'intéresser à une autre chose. Faut pas penser qu'on va faire un voyage plus touristique. Plus touristique et artificiel, dans le sens, là, des trucs, comme je disais tantôt, le Walt Disney, Disney World et des trucs comme ça. Les enfants peuvent s'intéresser à beaucoup plus. Et puis... les enfants, je pense que ados, enfants n'ont pas besoin de confort. C'est les parents qui en ont besoin, je pense, pour eux-mêmes, plus que les enfants. Donc, oui, on couchait pas dans des hôtels de luxe, loin de là. C'était peut-être même minable pour certains, sauf qu'on allait là pour dormir, point à la ligne. Mais c'est ça. Et puis, donc, on prenait certaines précautions côté eau, côté etc. Mais je veux dire, pour le reste... on allait dormir dans des petits hôtels, parfois gérés par une famille, donc les enfants s'amusaient avec les enfants du propriétaire, tu sais, mexicain, guatémaltèque ou autre, là. Alors, c'était une autre réalité. Une façon pour nous de vivre, puis pour mes enfants, de comprendre. Eux, avec leur passeport canadien, ils peuvent aller n'importe où, puis ils n'ont pas de problème. Ces jeunes-là n'ont pas le droit d'avoir le passeport. Ils essaient quand même de se faire une vie ailleurs, puis ils prennent des risques incroyables. Alors,
C'est une école de la vie extraordinaire. Ah oui, vous venez de le dire, c'est d'inscrire les enfants à l'école de la vie. On parle de voyage en sac à dos depuis tantôt. Si vous aviez un truc pour alléger le sac à dos, pour quelqu'un qui veut partir en voyage en sac à dos, ce serait lequel? Juste un petit truc. Un truc extrême, quand j'ai fait mon tour du monde, je n'avais qu'un petit sac en bandoulière, la grosseur d'un thé d'oreiller. Wow. Alors, je m'en défaisais jamais. Donc, ça me servait effectivement d'oreiller quand je couchais dans les boîtes de camion, sur les bancs publics, dans les entrées de centre d'achat. Ça, c'est extrême, OK? On peut quand même se procurer un petit sac à dos de 30 litres et plus, et puis mettre le strict nécessaire à ça. Bon, ça prend des produits de toilette, ça va de soi. Seulement la paire de pantalons que j'ai sur le dos, 2-3 t-shirts, sous-vêtements, quelques paires de bas, et puis c'est tout. Mais là, cette fois-ci, je rajoute dans mon sac, parce que je m'en vais en Amérique centrale, bon, je rajoute un moustiquaire, je rajoute de quoi faire la plongée en apnée, puis on a un petit sac à dos du jour que je mets dans mon sac à dos, puis j'ai ma caméra évidemment, mais tout ça entre dans mon petit sac à dos. Et puis, je peux l'apporter à bord de l'avion parce que moi, je ne laisse jamais mes bagages en soute quand je pars en avion. J'ai toujours assez peu de bagages pour l'apporter avec moi parce que je peux pas prendre la chance qu'ils perdent mon bagage parce que je ne sais pas dans quel hôtel je vais rester puis ça me tente pas d'attendre 2-3 jours après mon bagage ou de devoir me retrouver un sac à dos de la qualité que j'ai, etc. pour poursuivre la route. Donc, j'ai toujours tout avec moi. Donc, vous laissez quand même transporter par cet élan de spontanéité-là. Une fois que vous êtes rendu, vous vivez dans le pays, puis vous découvrez les petits hôtels et les petites auberges au fur et à mesure. Puis, une fois sorti de l'aéroport, c'est en un clin d'œil. Tu prends l'autobus qui t'amène au centre-ville, puis bang, t'es agrippé par une autre réalité. Tu oublies complètement d'où tu viens. Le voyage va durer 40 jours en ce qui nous concerne, le prochain voyage, mais ça va être comme des mois parce que on est tellement occupé à l'organiser au jour le jour puis à le vivre au jour le jour que le temps comme s'étire d'une façon incroyable. C'est vraiment particulier. Donc, on est loin là, de la semaine, tout inclus dans le sud, là, où tu comptes les jours parce que tu sais là, qu'il t'en reste 5, 4, 3, 2, 1. Là. On vit pas dans cette réalité-là. Et puis moi, quand je descends de l'avion, c'est comme si je continuais mon tour du monde où je l'avais laissé il y a 45 ans. Wow. Je redeviens... j'ai 20 ans, là. J'ai 20 ans. Je redeviens direct, là, carrément, là, un personnage de mon livre. Et puis c'est dans cette réalité-là que je voyage, là. Dans cette bulle-là. Puis c'est une expérience de liberté incroyable parce que quand on va dans tout inclus, bon, on va chercher un confort, on va chercher une sécurité. J'ai pas l'impression qu'on est libre. On loue une voiture, on n'est pas libre parce qu'il faut s'en occuper de la voiture, il faut la stationner au bon endroit et tout ça. Faut s'en préoccuper. Alors quand tu non seulement que ta carcasse à t'occuper, et puis tu te laisses porter, tu vis une expérience extraordinaire. Moi, avec ma conjointe, on est là-dedans, mur à mur, dans le sens que on s'est retrouvé à un moment donné en Afrique australe. On pensait, d'après le guide de voyage, qu'il y avait possibilité de prendre un guide pour traverser le désert de Namib. Il n'y en avait pas. Alors, on a fait ça en autostop finalement pendant 6 jours. On a traversé le désert de Namib. Puis on avait une petite tente, on couchait par terre à côté là, des stations-service. Puis il y avait un petit dépanneur. Donc, on trouvait de quoi manger un peu. Puis on couchait là. Puis ensuite, on continuait le lendemain. Et puis, en l'espace de 5 jours, on s'était pas donné comme défi, on va faire une expérience de survie dans le désert. C'était pas ça l'idée, mais ça s'est présenté comme ça. Puis on l'a vécu d'une façon très spontanée. Puis bon, quand tu attends 2-3 heures sur le bord de la route avant qu'une voiture passe, tu te poses des questions un petit peu, mais tu dis bon, mais de toute façon, le dépanneur est pas loin. Si on va coucher là un soir de plus, on le fera. Tu sais, mais il faut donner une marge de manœuvre en termes de temps. Donc nos horaires sont établis, mais en même temps, c'est pas coulé dans le béton. Là, c'est qu'on se donne une marge de manœuvre là, pour les trucs qui vont nous intéresser davantage. Justement, M. Coderre, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent à la retraite, qui ont ce type de désir-là de partir à l'aventure, de partir en voyage, mais qui l'ont peut-être jamais fait. Si vous aviez un truc pour un retraité qui voudrait partir comme ça là, en voyage, peut-être pas en sac à dos, mais en voyage, ce serait lequel, rapidement? Moi, je le dis souvent qu'on vit sa retraite comme on a vécu sa vie. Quelqu'un qui aimait pêcher va continuer à aller à la pêche. Quelqu'un qui aime regarder la télévision va continuer à le faire. Quelqu'un qui aime jouer au bingo va continuer à le faire.
Sauf que si on veut vraiment, à un moment donné, on se dit à la retraite, je vais voyager. Souvent, je veux dire, ça va être des voyages tout confort et avec groupe organisé, etc. Par contre, si on veut le faire d'une façon autonome, c'est certainement possible. On peut y aller graduellement. Tu sais, une fois qu'on a fait quelques endroits dans le sud, on peut décider d'aller en Europe. Puis ça, c'est facile de voyager d'une façon autonome, il y a du transport en commun, etc. Puis après, on peut repousser les frontières, aller comme au sud-est asiatique, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos, Malaisie, Singapour, où c'est facile de se déplacer, les distances sont pas longues, la bouffe est bonne, puis c'est bien organisé, donc c'est comme ça qu'on peut s'habituer tranquillement, je veux dire, à repousser les frontières. Bon, on va peut-être pas traverser le désert la première fois, comme je l'ai fait, ou on va peut-être pas se taper le transsibérien ou aller jusqu'en Patagonie. Sauf que peut-être que le goût va nous venir en cours de route. Sauf qu'évidemment, si on n'a jamais voyagé comme ça ou jamais voyagé point, la barre est plus haute. Là. Puis je pense qu'on peut y aller graduellement, là, comme ça. Puis il faut vraiment se mettre dans la tête que ailleurs, les gens sont pas plus dangereux que chez nous. Moi, je veux dire, je prends les mêmes précautions quand je prends le métro à Montréal que quand je suis en voyage. Justement, M. Coderre, juste avant de terminer, est-ce que vous aviez une petite escapade citation? C'est quoi pour vous le bonheur? Est-ce que vous avez une maxime de vie qui vous aide à être heureux au quotidien? J'ai souvent en tête la réflexion de ce proverbe chinois qui dit « Le bonheur et le malheur ne viennent que de nous-mêmes ». Wow. C'est chacun est responsable de son bonheur et de son malheur. C'est sûr qu'on ne sait pas ce qui peut nous tomber sur la tête en termes de maladie, mais par contre, il faut être résilient, puis il faut essayer de faire le mieux possible avec ce qu'on a, puis de trouver son bonheur dans ce qu'on a, puis dans ce qu'on peut avoir, dans ce qu'on peut se payer. Puis c'est une question de mentalité. Il y a peut-être des gens qui sont plus optimistes que d'autres, mais je pense qu'il faut travailler là-dessus, il faut y penser. Parce que je considère pas que j'avais plus le moyen de voyager que mes voisins. Bien au contraire. C'est vrai. Ma femme et moi, je veux dire, je trouve pas qu'on a roulé avec des budgets aussi élevés que beaucoup de gens qu'on connaît. Sauf qu'on est allé beaucoup plus loin. C'est ça. Avec le même argent. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Je veux dire, moi, j'ai mon frère, je donne un exemple. Bon, il n'a pas jamais tellement voyagé. Sa femme voulait faire un voyage pour leur 40e anniversaire de mariage. Ils sont tapés 3 semaines en France. Ça leur a coûté l'équivalent de 1 000 $ par jour. Donc, 20 000 $. Moi, je veux dire, avec 20 000 $, je peux voyager 6 mois en Europe. Oui, c'est ça. Avec ma conjointe. Là. C'est aussi... C'est pas la même chose, c'est sûr. Là. Donc, ça dépend comment on veut jouer ça, finalement. C'est vrai que pendant qu'on est là-bas, pour les jeunes qui n'ont pas nécessairement de maison, peu importe, on n'a pas besoin de logement. Là. On n'a pas besoin de dépenses ici nécessairement. Donc, ça fait quand même balancer à quelque part notre portefeuille. Là. Ouais. C'est vraiment génial. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacé pour venir à notre émission de radio. Avant de terminer, si quelqu'un veut se procurer votre livre, c'est par quelle maison d'édition? C'est par où qu'ils doivent passer? Québec Livre, donc je dirais 50% des librairies au Québec ont le livre. Ça se veut à la fois un récit de voyage, un livre d'aventure, un bagage incroyable sur la réalité de la planète, là, sur les différents peuples qui composent notre planète Terre. Et puis, ça se veut un voyage en dehors du temps. Une expérience de liberté assez incroyable. Un peu comme je l'ai vécu d'une certaine façon, parce que ça s'inspire aussi de mon vécu. Les gens se demandent parfois, ça, est-ce que c'est arrivé à Derek ou est-ce arrivé à toi? Oui, je peux faire la différence entre les deux, mais parfois, il faut que j'y pense. Parce que je me suis tellement impliqué dans mon livre que il y a des scènes, il y a des mises en scène où que j'ai créé toute pièce pour les besoins du livre. Ouais. Puis il y en a d'autres qui s'inspirent carrément de ce que j'ai vécu. C'est vraiment Donc, intéressant. c'est un mélange des deux. Je vous remercie beaucoup, M. Coderre, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je vais probablement vous réinviter dans les prochaines semaines. C'est à suivre. Donc, la semaine prochaine, on va recevoir Mme Mylène Lefort qui va nous parler de vaincre la peur de prendre l'avion. D'ici ce temps-là, si vous voulez m'écrire ou si vous voulez avoir plus d'informations sur Escapade Répit Bonheur, c'est au www.escapaderépitbonheur.com que ça se passe. Merci beaucoup et à bientôt.